Bienvenue à nouveau sur ce plateau. Nous démarrons par quoi, Roland Toneikes? C'est vous qui décidez, de toute façon, parce que c'est vous qui avez la police des débats sur le plateau. Autrement, vous me confiez l'émission. Non, je ne vous confie pas l'émission. On va démarrer par une interrogation que j'ai lue à la une d'un journal qui s'interroge sur les échéances 2026. Pourquoi les candidats ne veulent pas se faire connaître? Moi, je souris quand je vois de telles questions. Le chef de l'État a dit, en tout cas, qu'au niveau de la mouvance présidentielle, il faut attendre 6 mois. De toute façon, c'est 6 mois avant les élections qu'on va connaître les candidatures, on va déposer les candidatures. Et donc, le chef de l'État a annoncé les couleurs en disant que oui, à son niveau également aussi, il faut attendre 6 mois, peut-être avant les élections, le jour des élections, pour connaître les candidats. Et donc, je me rends compte que malheureusement que les opposants se font prendre au piège parce que personne ne veut oser dire je suis candidat en 2026. Encore que, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des dispositions qui font que tout le monde ne peut pas être candidat et donc personne ne peut oser aujourd'hui dire je serai candidat en 2026 ou pas. Parce que le code électoral en l'état fait que les candidatures seront tellement encadrées. Il faut véritablement avoir le parrainage, il faut avoir 27,2%, je sais, 27,2, je ne sais quoi, en tout cas, 28 pour dire 28 parrainages pour être candidat à la présidentielle. Et donc, en l'état, on sait les partis qui peuvent, on connaît déjà les partis qui peuvent proposer des candidatures, notamment le Parti des démocrates, et puis le Renouveau, le BR, les 3 partis qui ont réussi à avoir les députés à l'Assemblée nationale. Le BR ayant eu 28, le Parti des démocrates 28, l'Union progressiste aussi qui peut aussi proposer un candidat. Eux-mêmes, ils peuvent aller jusqu'à 2. Bon, moi, j'estime qu'aujourd'hui, vous savez, en l'état, c'est seulement cette formation qui peut vous présenter les candidatures. Et donc, n'importe quel citoyen qui se lève aujourd'hui, parce qu'on voit même, il y a un certain Hippolyte Arondemain qui se réclame du BR, mais qui dit qu'il soit candidat. Donc tout ça, c'est juste, moi je pense que c'est des mises en scène, parce que sans la caution du parti, parce qu'il faut, avoir les parrainages, mais il faut que les parrainages soient co-signés par le président du parti. Ce qui fait que être candidat au Bénin en 2026, ce n'est pas comme en 2016, en 2006, non. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait, c'est que il y a des gens qui ont bien envie de forcer les choses pour avoir les parrainages, discuter, négocier, mais qui craignent peut-être des représailles ou des cadavres dans leur placard parce que malheureusement, dans notre pays, la plupart des acteurs politiques, la grande partie, ils ont peu ou prou des cadavres dans un placard ou bien ils ont quelque chose qu'on peut leur reprocher. Si ce n'est pas mauvaise gestion quelque part, c'est peut-être non-paiement des impôts. Quitus fiscal, suivez mon regard. Donc, ça fait que beaucoup de personnes aujourd'hui se réservent. Quand vous regardez le parti UP Le Renouveau, il y a des gens qui ont des ambitions. On peut citer des noms. On peut bien citer des noms. On peut voir Diagonou avec l'initiative JFD. On peut voir, entre-temps, la Galaxie JD, Galaxie Jeunesse Dayon. On peut voir, comment vous appelez, il se suffit que à ton propriétaire dedans. Talata Chabi, Mariam Talata aussi, qui éventuellement peut être un joker gagnant, parce qu'on a pu voir qu'il a été un joker assez gagnant pour Patrice Talon en 2021. On l'a mis dans le jeu en tant que femme et en même temps, ce réclamant de la partie septentrionale du Bénin, ça a été un coup assez gagnant pour Patrice Talon. Donc, ça peut être aussi un schéma qu'on peut nous sortir. Donc, du coup, il y a une multitude d'ambitions. Mais la multitude d'ambitions, il y a aussi Olivier Bokor qui se réclame de la mouvance, mais qui aussi, on voit déjà ce qui se passe sur le terrain. Mais le problème, c'est que... Encore que Olivier Bokor ose. Bon, ce n'est pas à travers sa propre personne, mais des gens qui suscitent sa candidature. Des mouvements. Et des mouvements donc, chaque week-end pratiquement. Donc j'estime que oui, il y a une multitude de candidatures, d'ambitions. Mais, à première vue, ces ambitions ne sauraient prospérer s'ils ont la bénédiction de celui qui est encore là, qui contrôle tout. Ce n'est pas un Boniaï avec qui les gens peuvent se permettre un laisser-aller. Il a dit que vous avez l'ambition, d'accord, mais si vous n'avez pas pour autant sa bénédiction, c'est vrai qu'on voit ceux qui sont avec beaucoup forcer les choses, oser, ça c'est, vous l'avez bien dit, oser. Mais est-ce que peu ou prou, finalement, ça va porter, comment ça va être? On ne va pas être pessimiste avec eux, mais soyons optimistes. Mais j'estime qu'à ce niveau, voilà la situation. Il faut nécessairement avoir ne serait-ce qu'une petite bénédiction de Patrice Talon. Mais de côté de l'opposition, et c'est là que je dis que les opposants se font prendre le piège.
Et pourquoi? Qui vous souviennent qu'en 2016, 21 pardon, quand on a présenté le joker, en tout cas le duo Ricky Ouagadougou-Patrick Djivo, en ce moment, à la dernière minute, on a dit qu'il y a un problème de parrainage? Non, d'impôt pour Patrick Djivo. Tout à fait. Et ça a fait traîner les choses. Si j'étais les opposants aujourd'hui, on s'entendrait pour déjà commencer par faire des essais, envoyer des duos pour voir la réaction de l'opinion. Mais en même temps aussi, si entre-temps, les gouvernements, parce que c'est sûr que si vous présentez quelqu'un comme candidat potentiel du Parti des démocrates aujourd'hui, les gens vont commencer à l'attaquer. Il y aura une communication et on va sortir les dossiers. Et donc, ça leur permet de régler les problèmes en instance et de rendre la mesure. Au fur et à mesure. Mais ils vont attendre 6 mois des élections, de la présidentielle. Ils ne pourront plus anticiper. Ils vont présenter un candidat. Et malheureusement, on sortira les cadavres du placard de ce candidat, ou on sortira les questions d'impôts et autres là. Il sera affaibli. À un moment donné, peut-être qu'ils n'auront plus la possibilité de présenter une autre candidature pour aller aux élections. Et ça va être un match amical. Parce que le BR va présenter un candidat, le UPR va présenter un candidat. Le BR se réclamant au sein du Parlement par le passé comme étant parti d'opposition de la minorité, il y aura compétition. Donc, le plus important pour les démocrates aujourd'hui, c'est de commencer par préparer des gens pour dire voilà ce que nous avons comme schéma pour 2026. Si ce n'est pas bon, au fil du temps, on prépare quelqu'un déjà là pour dire voilà celui qui sera le plan B. Mais ils vont se faire prendre au piège, ils vont attendre 6 mois quand Patrice Talon aura tout cuisiné, toute stratégie mise en place. Encore qu'il anticipe surtout. Très en avance, le président de la République. Donc voilà un peu le Omar Adeyandiou, votre lecture. Ben écoutez, les présidentiables, je vais dire, existent. On peut en citer des noms comme l'a fait Roland ce matin. Mais les réformes sont passées par là. Les réformes dans le secteur politique sont passées par là. Et donc, ne se lève pas aujourd'hui pour être président qui veut. Vous voyez, c'est bien cadré, il y a beaucoup de choses. Laurent a tout cité, le quitus fiscal, le parrainage, mais il a oublié la caution. La caution n'est plus ce qu'on paye avant. Ce n'est plus je vais acheter des bonbons. Non, ça n'a plus rapport avec ça. Et quelque part aussi, moi je dis que c'est pas complètement mauvais. Hein? C'est pas complètement mauvais parce que ça permet à l'actuel régime de continuer à faire son travail jusqu'à la dernière minute. Vous voyez, quelquefois, dans l'ancien temps, parce que les règles étaient plutôt, on va dire, plutôt simples, faciles à obtenir, qu'est-ce qui se passait? Très tôt déjà, 2 ans même avant les élections, tout le monde parlait déjà de présidentielle. Au point où le président en place n'a plus vraiment le temps de travailler. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. On se dit même, est-ce qu'il y aura des gens même qui oseront se présenter? Vous voyez un peu, c'est devenu, c'est-à-dire, les règles sont désormais, selon moi, à la hauteur de, comment on appelle, de la fonction. Ça, c'est selon moi. Ok? C'est selon moi. Maintenant, quitte maintenant aux opposants de travailler à remplir complètement les règles. Il ne faut pas attendre la dernière minute. Il a dit 6 mois avant la présidentielle, je crois, on doit se retrouver autour d'octobre 2025. Donc, chacun doit pouvoir préparer son candidat. Dans les couvents de chaque parti politique, dans les cercles les plus restreints, on en parle forcément. Maintenant, il faut des personnes qui puissent avoir un quitus fiscal. C'est-à-dire présenter un truc qui n'a pas de problème, où on va lui trouver comment on appelle, des poux sur la tête, c'est essentiel. On passe de là. La caution, il faut pouvoir la payer également. Et après ça, maintenant, le parrainage... ne posera pas autant de problème pour les démocrates. Je suis d'accord pour les démocrates. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Il y a du monde derrière. C'est le principal parti d'opposition aujourd'hui. Mais au-delà de ça aussi, le parrainage dont on parle. Parce que le candidat désormais, avec les règles qui sont là, doit avoir une envergure, on va dire, plutôt nationale. Ce n'est plus quelqu'un qui se lève parce qu'il a de la masse dans son village, il y a des gens qui sont derrière lui, il y a de la populace qui crie son nom dans son village, il se présente, ou bien dans sa localité, il se présente, voilà, je suis l'homme de Porto-Novo, je suis l'homme de Ouida, je suis l'homme d'Alada, c'est moi l'homme de Sakete, Tokuntuna, c'est moi, je dis. Non, c'est pas ça. Ce n'est plus ça désormais. Donc, grâce au parrainage, on a des candidats qui remplissent vraiment cette comment on appelle là, et comment on dit ça, c'est cette caractéristique-là que doit avoir un présidentiable. C'est-à-dire avoir, comment on appelle, une personnalité qui fasse plus ou moins consensus un peu partout dans le pays, pas seulement dans sa région, tu te lèves, voilà. Donc, les règles sont corsées, mais ça permet finalement d'avoir quelques bénéfices. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Qui va oser?
qui va se présenter, qui n'a pas de cadavre dans son placard, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Justement, je pourrais dire que ce quotidien fait bien de tirer la sonnette d'alarme, étant donné que, sans aucun doute, que le camp présidentiel se prépare forcément. Est-ce que ce n'est pas le moment pour l'opposition de s'unir une fois pour vraiment aller à la conquête du pouvoir? Il y a la question des égos au sein de la classe politique. Vous savez, il y a plusieurs courants politiques. Il y a ceux qui se font appeler les opposants de principe. Il y a les opposants constructifs, en tout cas position de construction, comme notre ami Soumane Toleba. Il y a les opposants radicaux, on dira que c'est les démocrates. Donc, il y a plusieurs courants d'opposition. Il y a l'opposition philosophique de candidat Zanaï, parce qu'il est dans sa logique philosophique tout le temps. Dans son monde. Dans tout ça, est-ce qu'ils vont vraiment s'entendre autour d'un idéal pour présenter un candidat? Ça, c'est la première question. Deuxième chose, vous savez, Ouma a parlé du consensus, et c'est ce qui guette les démocrates aujourd'hui. La question du consensus, c'est pourquoi il dit qu'il faut déjà commencer par préparer un duo de candidature pour voir quelles sont les opinions, les avis des élus qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont censés parrainer ces candidats-là pour voir leur avis par rapport à ça. Pourquoi? Parce que si vous attendez 6 mois des élections et que vous présentez un duo de candidature et qu'un député n'est pas d'accord, il peut décider de ne pas parrainer. Un député de moins pour les démocrates, c'est qu'ils n'ont pas de parrainage candidat. Un député, un parrainage de moins, c'est foutu, ils n'ont pas de candidat. Tout à fait. Et puis, le pouvoir en place ne dormira pas non plus. Nous connaissons Patrice Talon comme étant un fait stratège. Tout à fait. Dès lors qu'on constate que c'est au sein du parti même qu'il y a problème et qu'il n'y a pas de consensus, et qu'une partie dit non, nous ne sommes pas d'accord avec ce duo de candidature, ce n'est plus la faute au pouvoir en place. Même si le pouvoir en place aurait peut-être intérêt à tirer des ficelles, c'est que véritablement c'est en leur sein qu'il y a un problème. Et on a pu voir ça en 2016. En 2016, Boni Yayi a voulu présenter Komi Kouché, 39 ans plus 1, 40 ans. 40 ans. Ça n'a pas marché. Il a amené Lionel Zissou. Les gens n'étaient pas d'accord. Et les premiers soutiens de Boni Yayi étaient les premiers à dire Boni Yayi c'est fini, notamment Saka Lafia. Donc, le problème peut venir au sein du Parti des démocrates aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils doivent pouvoir commencer à travailler. D'abord, ceux qui sont potentiels candidats, c'est déjà commencer par faire le point à leur niveau, leurs biens, et sont-ils à jour des impôts? Commencez par régler ça, première chose. Deuxième chose, maintenant, discuter avec les 28 députés du Parti des démocrates, en conclave avec le président Boni Yayi, Eric Ondete, Nourenou Achade et autres, et avec les potentiels candidats, pour qu'ensemble ils se disent, voilà ce pourquoi nous ne voulons pas de telle candidature, voilà ce que nous voulons. Ou alors que le président Boni Yayi aussi fasse des consultations individuelles avec chaque candidat, chaque député à l'Assemblée nationale. Pour avoir leur avis. Et que le candidat qui sera désigné, en tout cas le duo, soit par consensus, plutôt que d'attendre 6 mois, où 2 ou 3 députés vont dire, bon, parce qu'entre-temps, on promettra peut-être, on aurait promis peut-être un poste de ministre à quelqu'un parmi eux, pour dire, bon, écoute, si tu fais le jeu après, tu seras ministre d'État, tout ça là. On sait ce que ça gagne, ministre d'État, et puis tout ça là. C'est des intérêts politiques. C'est des intérêts. Et si vous avez la conviction que vous êtes député, mais que tout le temps, toute votre vie, vous ne vous entendez pas avec Eric Ondete, et que vous savez au fond, parce qu'au-delà de tout, nous sommes ensemble, mais il y a que parfois les gens ne s'entendent pas. Donc vous savez très bien que Eric Ondete ne vous digère pas. Et que de l'autre côté, vous savez que si vous êtes, même si les présidents élus là, ce n'est pas évident qu'il vous positionne parce qu'il ne vous a jamais digéré. Et que de l'autre côté, on vous dit, bon, écoutez, bon, tu sais, si vous vient là, ce n'est pas sûr que tu sois positionné, mais moi, je te donne telle position. Et puis, on te donne, on sait comment les mallettes circulent la nuit, tout ça là. C'est vite arrivé pour qu'il y ait problème au sein de cette fonction. Donc, c'est pour ça que c'est dès maintenant qu'ils doivent se préparer. Ce qu'ils font, les conférences, les sorties, les débats, les dénonciations, d'accord. Mais il faut que dès maintenant, ils commencent à réfléchir sur les potentiels candidats parce que s'ils ne savent pas faire, ils ont été dribblés. Malheureusement, je le dis, ils ont été dribblés en 2019, en 2020, en 2021, en 2023. 2026, ce n'est pas encore exclu. 2026, ce n'est pas exclu. Vous m'arrêtez, Yonjo. Moi, je pense que très rapidement. Oui, très rapidement. Les nouvelles réformes vont nous imposer quelque chose. Faire la démocratie comme cela se doit. Moi, je pense que désormais, un individu ne pourra plus se lever et dire « moi, je vais être président, voilà, et je dépose ma caution ». C'est-à-dire, de manière individuelle, ça sera très compliqué. Ne serait-ce que par rapport au parrainage. Oui.
ne serait-ce que par rapport au parrainage. Même s'il a la caution à déposer tout seul, le parrainage l'oblige à s'entendre avec tous les autres membres de son parti. Qu'est-ce que cela suppose? Ça veut dire que tu dois faire consensus dans le parti. C'est là où je dis, on va faire la démocratie autrement. Pourquoi ne pas organiser des primaires désormais dans chacun des partis, comme cela se fait dans les plus grandes démocraties au monde? Organiser des primaires, je pense que c'est l'essentiel. Et les réformes nous les imposent désormais. Que ce soit au niveau des démocrates, s'ils veulent rassembler tout le reste de l'opposition, s'ils veulent, c'est leur manière de voir. Maintenant, est-ce que tout le monde a la même vision? Parce que... Mais j'estime qu'ils feront plus le poids quand ils seront plus unis. Oui, plus unis, mais vous voulez unir, si vous voulez unir des gens qui, sur le plan idéologique, ne sont pas sur la même ligne, ça serait un peu compliqué. Il y a cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Mais il y a quelque chose qui les unit en réalité, la recherche du pouvoir. Voilà. Et ne serait-ce que pour ça, je pense que... C'est là où moi je dis, si c'est seulement la recherche du pouvoir qui doit vous unir, on ne fait pas de la politique comme cela se doit. On ne fait pas de la bonne politique, on ne pense pas donc au peuple. C'est des idées qui doivent nous unir. Il faut que la politique désormais se fasse sur la base d'idées. Est-ce que ce que lui pense, est-ce que sa manière de voir le monde, est-ce que comment est-ce que lui projette le Bénin d'ici 20, 50 ans, est-ce que ça correspond à ce que moi je pense également? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de se mettre ensemble. On va se mettre ensemble parce qu'on veut chasser quelqu'un du pouvoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière-là de voir. Ça aussi, peut-être que les réformes devront taper de ce côté-là aussi. Oui, le moment venu. Parce que je suis pas d'accord avec vous parce que depuis 2090, nous avons toujours travaillé à faire quoi? Chasser quelqu'un du pouvoir pour amener quelqu'un. C'est pas bon. Et c'est la réalité. C'est la triste réalité. Oui, en 90, les gens ont dit qu'un coup est mauvais, ils ont amené Nucéphore Soglo. Parce que Soglo n'a pas satisfait les intérêts de beaucoup de personnes. On l'a combattu, on l'a renvoyé en 96 pour ramener Kérékou. Kérékou est resté là, on dit que Kérékou, pendant 10 ans, les gens ont bouffé correctement avec lui. Et ils sont les premiers à sauter puis jouer avec Boni Yayi. Quand il faut chasser Kérékou, Kérékou ne doit pas faire 3e mandat. Et le peuple est laissé pour compte au final. Boni Yayi est arrivé à faire 10 ans. On connaît les conséquences. Avec son club, chacun a pris sa part. Et les mêmes ont sauté puis joué pour dire Boni Yayi, il est fini. Parce que c'est encore les mêmes. Boni Yayi est fini. Tout à fait. Ils ont commencé à dire ça. Ils ont renvoyé Boni Yayi. En tout cas, Boni Yayi veut faire 3e mandat. Il ne faut pas lui faire permettre ça. On l'a renvoyé. On a amené Patrice Talon. Et on emmène Patrice. Et on est dedans. Et c'est la même chose qu'on remarque déjà. Parce que là, déjà, également la même chose. On veut se mettre ensemble encore pour... Et moi, je dis que c'est pas ça la bonne... On parle déjà du 3e mandat. Et il a plusieurs fois réitéré sa volonté de ne pas... Le problème aujourd'hui... Non, il est forclos et lui-même le sait. Il n'y a pas de 3e mandat au Bénin. Ça, c'est un débat qu'on ne doit pas faire normalement. J'estime fondamentalement qu'aujourd'hui, il faut travailler à éduquer nos populations. En fait, le véritable problème, c'est nos populations en réalité. Vous savez, vous allez dans des localités, il y a des gens qui bêtement, une nuit, on passe de porte à porte, on leur donne 500. Moi, 500 francs. Dernier jour, le samedi nuit là. Quelqu'un prend 500 francs. Vous en avez déjà reçu? Moi? Non, mais je vous ai dit. Moi, j'ai été politique. quand même pas 500 francs près. Vous avez partagé même. J'ai été politique sur le terrain pendant des années avant de... C'est-à-dire, je connais le terrain politique. D'accord. Mais je sais comment ça se passe. Vous savez, demandez à Koundé, il va vous dire. Quand les gens vont aux élections et qu'ils font la campagne, Koundé ne se gêne pas. Il attend le soir de la veille. Et c'est la même chose que... C'est grave ce que vous dites. Non, je vous le dis. Père à son âme, Ismaël Tidjani se pose. S'il était en vie, il va vous le dire. C'est lui qui a créé Radio La Voix de la Lama. Ce n'est qu'un secret. Il attend. C'est sa région. Il faut le reconnaître, ce n'est qu'un secret de Polichinelle. Pour aller dans les villages, donner des paquets de tôle et des tonnes de ciment aux populations et distribuer de l'argent. Le dernier jour. Vous allez faire tout ce que vous voulez pendant 2 semaines. Koundé vient sur le terrain le dernier jour. Il sait qui toucher, il est élu député. Il est là, il est à Kassato là. Si vous voulez aller, dites ce que vous m'avez dit. Moi, je n'en sais pas. Nous allons évoluer. Non, la dernière chose que je veux dire, c'est quoi? C'est que il ne faut plus qu'on fasse de la politique de cette manière. Pourquoi? Parce qu'au finish, ça a des conséquences qui ne sont pas très bien. Okay? Il faut venir avec des idées, il faut venir avec une vision du Bénin. Okay? Se projeter sur 20 ans, 50 ans, avant de pouvoir dire, OK, je me rallie à telle personne. Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un prend le pouvoir, il balaie du revers de la main tout ce que l'autre a fait.
Vous voyez, on est sur une bonne dynamique aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas, on est sur une bonne dynamique. Ne serait-ce que sur le plan culturel. Aussi qui a remis en cause beaucoup de choses de bonne Oui, mais dynamique. je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Donc, il ne faudrait plus qu'on revienne encore en arrière et qu'on balaye encore du revers. Non, ce qui a été fait là n'est pas bon. On va faire ci, on va faire ça. Pour le peuple sera remis en cause. Ça, oui, je suis d'accord avec vous. Ce qui n'est pas bon sera remis en cause. Mais il ne faut pas remettre tout en cause. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Merci à vous, chers débatteurs. Nous allons évoluer. Nous allons nous pencher à présent sur l'ambassadeur du Bénin près le Niger qui prend service pendant qu'on sait que le président Tiani était encore sorti pour accuser le Bénin ce week-end. Quel paradoxe! Moi, je crois que c'est un bon geste du Bénin que d'envoyer Gildas Akonkan, nommé depuis 2023, se rendre à Niamey pour présenter ses copies figurées. Après, il présentera ses lettres de créance au chef de l'État du Niger. Je crois que dans une certaine mesure, quand ça ne va pas entre deux pays souvent, c'est l'ambassadeur qui est rappelé, on l'écoute. D'accord? Dès lors que le Bénin n'a pas d'ambassadeur au Niger, ça posait aussi un problème. Et maintenant que nous avons un ambassadeur au Bénin, chaque fois qu'il y a un problème, c'est que quand on tient compte des principes diplomatiques, c'est que le président de la République du pays et le ministre des Affaires étrangères font appel à l'ambassadeur du pays concerné et interpellent l'ambassadeur. Donc, si aujourd'hui, la présence de Gildas Akonkan, l'honorable Gildas Akonkan, député, ambassadeur maintenant, sa présence maintenant peut réduire les sorties de ceux qui sont pour au Niger, parce que normalement, avant de prendre la parole, s'ils doivent chercher un interlocuteur, ils ont maintenant un interlocuteur qui représente le Bénin, et je crois que ça va faciliter les choses aujourd'hui. Parce que s'il y a des soucis et qu'on interpelle l'ambassadeur, c'est l'ambassadeur qui répond, qui confirme ou infirme ce que les autres reprochent au Bénin. Et s'il confirme, ensemble, ils vont décider qu'est-ce qu'il faut faire. S'il infirme, ensemble, ils vont travailler à lever les goulots d'étranglement et pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que maintenant la paix revienne entre les deux pays. Donc, je crois que c'est une bonne chose que de savoir maintenant que l'ambassade du Bénin à Niamey, et je crois que quand déjà le ministre des Affaires étrangères le reçoit ses copies figurées, c'est déjà un bon début. Et je crois que dans les prochaines semaines, le président Tiani va recevoir ses lettres de créance et que maintenant ça va contribuer à la normalisation des affaires, en tout cas de la diplomatie entre le Bénin et le Niger. Oumar Adeyendou. Oui, moi je pense que c'est, comme Laurent l'a dit, c'est la voie, on va dire, démocratique, diplomatique, je veux dire, la voie diplomatique qui se consolide, qui se met véritablement en place. Ça va permettre de créer désormais un véritable couloir d'échange entre donc les deux autorités. Ça ne sera plus de médias, par médias interposés, voilà. Ça sera donc la voie diplomatique. Et je pense que c'est un bon pas vers la normalisation donc, de la situation, vers le, comment on appelle, le retour, voilà, le dégel de la crise, le retour donc de la libre circulation entre les deux frontières. Et je pense que ça, c'est essentiel. Donc, bon geste donc, des autorités de Niamey, comme l'a dit Laurent. Et moi, je dis également, bon geste également des autorités béninoises. Pourquoi? Oui. Parce qu'il faut toujours continuer à montrer cette bonne foi-là. Oui. Quand quelqu'un est fâché contre vous et que vous continuez à montrer patte blanche, je n'ai rien contre toi, il n'y a aucun souci. Viens, on va discuter. La paix. Voilà, moi, je pense que c'est ça, en fait, la bonne voie. Mais si vous le laissez seul dans son coin, vous ne créez pas ce canal-là. Voilà, et finalement, la situation risque de se détériorer et on va donc déplorer à chaque fois le fait que bon, les populations n'arrivent pas à circuler. Parce que l'objectif, c'est ça, permettre à chacun de continuer à vaquer à ses occupations de part et d'autre de la frontière. Alors, nous irons au nord du Bénin, construction du nouveau palais de Niki. Oui, je crois que le gouvernement a décidé de donner un coup d'accélérateur au tourisme béninois. Donc, on a constaté que dans plusieurs régions du Bénin, les infrastructures culturelles sont reconstruites et en tout cas de façon, il y a une modernisation en cours, on vous donne de la valeur à ce que nous avons, nous pouvons vendre. Vous voyez, vous savez, en France, la France n'a pas autant de choses à vendre en termes de tourisme comme le Bénin, mais c'est pratiquement 80 millions, 60 millions de touristes par an en France. Hein. C'est un secteur assez porteur de devises pour la France, pour certains pays. Les gens vont à la Mecque, les gens vont voir la Tour Eiffel chaque jour. Et ça, c'est de l'argent parce que vous prenez un billet d'avion, vous allez dans le pays. Et ça, le Bénin aussi, c'est ça. Il faut travailler à cela. Et donc, pour ça, il faut féliciter le gouvernement qui a eu cette vision. Aujourd'hui, les gens viennent au Bénin. Première chose, ils veulent aller à la place de l'Amazone.
Tout à fait. Ils veulent aller découvrir maintenant Ouida, parce que c'est vrai que les gens vont à Ouida chaque année. Hein. Je dis, le 10 janvier, les gens venaient de la Martinique, Guadeloupe, Haïti, États-Unis, Canada pour venir à Ouida, à Lada, à Bomé. Et puis après, le 23 août, cette année, vous allez le voir encore, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à Ouida pour la cérémonie officielle. Et puis, quelqu'un qui prend l'avion, qui rentre dans ce pays, d'abord, dès qu'un avion atterrit à Kadiaou, c'est de l'argent pour le pays. Tout à fait. Il sort de l'aéroport, il prend un taxi, c'est de l'argent pour le taxi, c'est de l'emploi. Il va dans un hôtel, c'est de l'emploi. Il mange. Il va se nourrir, la restauration. Quand les cuisiniers de l'hôtel vont acheter les condiments au marché, c'est la femme qui vend, la femme du marché qui vend. Les marchés tournent. Donc c'est toute une chaîne qui bénéficie. Voilà, donc c'est pour ça que ce que le gouvernement fait en termes de tourisme aujourd'hui, j'estime que c'est vraiment un coup d'accélérateur pour que nous puissions avoir de la devise aussi à ce niveau. Parce que nous avons un pays qui est essentiellement fiscal. Hein. C'est vrai qu'on parlera de port. Le port, c'est toujours quand même les tasses, hein, qu'on soit. Et l'agriculture, pour autant, on a des terres arables, mais malheureusement, on n'a pas encore atteint le niveau de production agricole. Il faut travailler à cela. Mais le tourisme est un secteur qui peut apporter beaucoup au Bénin, beaucoup. Et notamment, vous regardez toute la zone méridionale et la zone septentrionale, il y a tellement de choses à visiter. Vous quittez Cotonou, c'est-à-dire que dans chaque commune, vous avez quelque chose à découvrir. Tout à fait. Vous quittez Cotonou. Déjà à Savalou. Oui, mais vous quittez Cotonou déjà. Il y a Amazon que vous pouvez voir à Cotonou aujourd'hui désormais. Mais quand vous quittez là-bas, vous venez à Calavi, il y a soit à Canvi là que vous pouvez voir. Vous quittez Calavi automatiquement, vous allez à Alada. Il y a le palais royal d'Adjaouton. Mais ce n'est que le palais royal. Non, pas que ça. À Zé à côté, il y a une forêt là. Dans la forêt, vous allez voir des pierres en forme qui ont la forme de la carte d'Afrique et avec des empreintes. De personnes. Justement, ça reste inconnu déjà au peuple béninois. Parce que je ne connais pas, par exemple, l'histoire de plus son ouverture qui est liée à Alada. Quand vous parlez du palais royal d'Alada, c'est pas ça que ça. Il y a l'arbre fétiche à Alada qu'on appelle la Damoussa. En réalité, ce n'est pas Alada, c'est la Damoussa. L'arbre est là, encore là. La 7e génération de l'arbre est là. Il y a aussi le palais d'intronisation des rois d'Abomey et de Porte-Nouveau. Sachant que il reste encore beaucoup à faire. Il y a aussi la place Toussaint Louverture. Il y a beaucoup de choses là. Vous allez à Ouida, il y a Savi. Il y a Savi, il y a la porte du non-retour. Il y a beaucoup. Il y a le à Boycon, n'en parlons plus. Il y a le site d'Agoguento. À Bomé. Vous voyez, il y a le site d'Agoguento, il y a Bomé. Et puis vous allez à Dassa, dans la zone de Dassa, à Thieribé, à Savel, les collines. Le Bénin est en tout cas, pays hautement touristique, mais malheureusement, nous n'avons pas eu la vision de mettre ça en valeur depuis des années. Et le gouvernement, là, le fait. Vraiment, il faut s'en féliciter et les remercier. Oui, à travers la construction donc, de ce palais et tout ce qu'il y a autour, moi, je pense que le gouvernement entre un peu plus... C'est déjà une belle fête qui s'annonce, mais ce gouvernement entre un peu plus dans l'histoire, à mon humble avis. Parce que sur le plan touristique, il y a un travail mais qui est formidable qui est en train d'être fait. Depuis que le Bénin est Bénin, aucun régime ne l'a fait et ça, il faut les féliciter pour ça. C'est quelque chose mais d'extraordinaire qu'ils sont en train de faire. Et rien que pour ça, pour moi, Patrice Talon est rentré dans l'histoire. Quand vous parcourez le Bénin aujourd'hui, vous voyez, mais prenez Porto-Novo, toutes les places qui ont été réhabilitées, la place Migrant, la place Lokosa, la place Abessan, toutes ces places-là ont été réhabilitées. Mais vous arrivez là-bas, mais vous vous demandez, mais ça existait dans notre pays, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Et tout ce que nous citons là, même tout ce que Laurent a cité, ça reste encore, tout ça c'est le patrimoine, on va dire culturel, matériel. Mais quand vous rentrez dans l'immatériel, mais c'est autre chose encore. Bien que vous soyez une digne native peut-être de Dassa, je ne sais pas, de Savin, voilà, excusez-moi, c'est pour ça d'ailleurs que je parlais des collines. Voilà, les collines, vous voyez, une digne native de Savin. Je suis sûr qu'il y a des rythmes ou même il y a des cultes que vous ne connaissez pas à Savin. Évidemment. Bon, parce que, mais on a, non mais au-delà de ça, même vous, je suis sûr qu'il y a des cultes, peut-être même des rythmes. Dans ça dont vous parlez si fièrement. Non, je vous mets au défi. Si c'est Alada, vous maîtrisez. D'accord. Mais non, en fait, ce que je veux dire. Non, pas que ça. Alada, Bomé, il y a des régions, si c'est sur le côté, encore que je vous ai dit ici que je suis guide touristique. Par mois, je gagne de l'argent. Un avantage de plus. Donc, il faudra nous montrer la voie. Vous allez passer au service commercial. Allez-y, Oumar. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on rentre finalement quand on prend en compte véritablement la richesse culturelle du Bénin, on n'a rien à envier aux autres peuples. Tout à fait. Ils n'ont même pas la moitié de ce que nous avons.
Sur le plan historique, mais le Bénin, mais je ne sais pas comment je vais vous dire, mais on est immensement riche sur le plan culturel. Donc il y a beaucoup de choses à vendre sur ce plan-là. Et je pense que le président l'a bien vu et il tape vraiment dans le mille en faisant à chaque fois des infrastructures, en construisant, en mettant en place donc des infrastructures dans ce domaine-là. Et il ne fait pas seulement dans une partie du pays, on voit qu'il le fait vraiment toutes les un régions. peu partout. C'est à féliciter. Il faut le reconnaître. C'est à féliciter. C'est quelque chose de formidable. La Ghana, c'est une identité assez remarquable pour la partie septentrionale, notamment Niki et autres. Et aujourd'hui, mettre en valeur ce patrimoine aujourd'hui, c'est à saluer. Voilà. Allez un peu plus dans l'histoire des Bâtonnous. Ce n'est pas seulement dans le septentrion du Bénin, ça va même jusqu'au Nigeria. Oui. Dans les gens quittent, voilà, donc les gens quittent des pays, voilà, des pays, la même origine. Voilà, des pays de la sous-région pour venir, donc rien que pour cette Ghana-là. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir, comme on promeut beaucoup d'autres choses aussi dans la partie. Merci. Je crois que, comme je l'ai dit hier ou avant-hier, que Patrice Talon a mis la barre très haut, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, pour celui qui viendra en 2026, il ne viendra pas nous blaguer. Il ne viendra pas nous bluffer. Il devra venir travailler. Faire mieux parce que que s'il vient, il ne travaille pas en 5 ans, on va le chasser. Non, mais c'est clair, il a fait rentrer le Bénin dans une nouvelle ère, sur le plan politique, sur le plan des infrastructures, sur le plan du développement, et personne ne viendra remettre tout cela. Il faut pouvoir se mettre à son niveau désormais, et ça, c'est essentiel. C'est vrai que tout n'a pas été... Il faut faire plus. Il y a des choses à leur reprocher, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses à leur reprocher, mais sur certains points, il reste imbattable, et celui qui doit venir en 2026 doit se préparer. Sinon, il fait 5 ans. Même s'il ne s'est pas fait, il ne va même pas finir. En 3 ans, on va le chasser. En parlant des réformes, le gouvernement veut s'intéresser à la qualité des enseignements donnés dans les centres de formation donnés dans les centres de formation, que ce soit public et privé. Oui, il faut veiller à la qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un foutou, malheureusement. C'est vrai que il y a un changement, une amélioration du système éducatif. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de réformes qui contraignent les enseignants, le personnel éducatif à s'améliorer dans une certaine mesure. Mais il y a encore des choses à faire. Et s'intéresser à ça, ce n'est que satisfaction. En tout cas, ça ne devrait être que satisfaction pour les parents d'élèves, beaucoup de parents, beaucoup d'apprenants. Parce que la qualité de l'enseignement aujourd'hui fait que même si vous sortez d'une université, vous devez pouvoir être polyvalent. Parce qu'on a constaté, nous autres, on a fait l'université. Si ce n'est pas la vie qui nous a formés, pour que nous on s'adapte à tout, nos enfants, vous les mettez en sociologie, en géographie, ils sortent. Après, ils ne savent pas faire autre chose. Nous autres, la vie nous a formés. D'où le taux de chômage élevé. Oui, justement. Moi, je sais faire 4 à 5 choses à la fois que je fais même pas moi. J'ai dit tout à l'heure, je suis guide touristique. Mais je fais la tradition, je fais l'interprétation. Autant de choses que je fais. Pourtant, je suis allé m'inscrire en sociologie à l'université, je n'ai pas fait anglais. Donc, cela suppose que quoi? Dans la qualité de l'enseignement, de la manière dont le professeur d'anglais vient enseigner l'anglais aussi en classe, peut motiver l'enfant à s'intéresser à la langue anglaise. Tout à fait. La manière dont le professeur d'allemand ou d'espagnol donne son cours peut motiver l'enfant à s'intéresser à cette langue-là et à apprendre ça. Et quand il sort de là, ça peut faire de lui un interprète international, sans même jamais faire une grande école. Justement, et donc, moi je crois que même le gouvernement doit aller au-delà de la qualité des formations. Il y a aussi les sous, la scolarité qui est énorme dans certaines c'est là où peut-être on ne sera pas complètement d'accord. Moi, j'ai déjà soulevé ce problème ici. Il ne faut pas dire que parce que c'est privé, parce que c'est commercial, on doit laisser une libre. Non, il faudrait que le gouvernement ait un regard sur ça. Parce qu'il y a des centres de formation qui exagèrent. Il y a des centres de formation qui exagèrent. Je ne savais même pas que vous en avez déjà parlé sur ce plateau, mais c'est ce que ce titre m'a inspiré. Aller au-delà de la qualité des formations, parce que des parents veulent ou ont envie de mettre leurs enfants qui ont des... J'ai une question pour vous dire sur le plateau. Est-ce que vous suivez l'actualité au Bénin? Oui. Vous savez très bien, non? Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a une école qui est formée? Et nous ne sommes pas d'accord. 1 million pour la maternelle, nous ne sommes pas d'accord. Vous savez qu'il y a une école qui est ouverte, bientôt ouverte, qui sera bientôt ouverte, et dont l'inscription déjà c'est 500 000 francs et que la scolarité c'est 2 millions, 3 millions. C'est pas bon. De quoi parlons-nous? Voilà. Si vous voulez envoyer votre enfant, pas très intéressant. Si vous voulez envoyer votre enfant dans une école qui coûte cher, c'est que vous attendez. Nous sommes au Bénin. C'est parce que vous attendez un résultat. Oui. On ne vous a pas obligé. Encore qu'aujourd'hui. Donc il faut payer des millions pour pouvoir faire passer un enfant d'une classe à une autre aujourd'hui.
quand même. Les écoles privées sont dans du business. Laurent, oui, mais je suis d'accord Si avec vous n'êtes pas d'accord de la scolarité, envoyez votre enfant. De la même manière, Moi, je paye cher et je dis, c'est parce que je veux un résultat. Parce que je n'ai pas le temps pour les enfants tout le temps. Je sais que l'enseignement qui on doit payer des millions. Attendez, je sais que l'enseignement qui est donné là-bas est un enseignement de qualité. Tout le monde n'a pas les moyens. Mais si vous n'avez pas les moyens, allez dans une école publique. Mais non, c'est la formation qui s'offre. L'enfant est intéressé par la formation qui s'offre. Vous avez... Pour limiter l'avenir de ces enfants-là. Comment ça? Carole, permettez. À cette allure, si on laisse... Attendez, si on laisse faire, mais on croit finalement que vous l'êtes. Mais non, à cette allure, l'école ne sera plus accessible aux enfants de pauvres. Tout à fait. Si on ne fait pas très attention. Moi, je pense que de la même manière, s'il vous plaît, de la même manière qu'on a réglementé le secteur politique, qu'on a réglementé tous les secteurs, qu'on a un peu plus, on va dire, muselé les journalistes, de la même manière aussi, voyons un peu du côté également des enseignements. Et je suis d'accord qu'on puisse avoir un œil sur les formations. Parce que ça a été mais essentiel au début de ce régime-là. On était sur une lancée mais incroyable. Vous vous souvenez, si on n'y prenait pas garde dans le temps, s'il n'y avait pas eu ce régime, je vous assure que le métier, par exemple, de sage-femme serait en train d'être appris dans les arrière-cours de nos maisons à Cotonou. Je vous assure. C'était parti sur cette lancée-là. Même les microbiologistes, mais je dis, mais on voyait les publicités partout. Il a fallu que ce régime vienne pour balayer tout ceci de la main. C'est formidable. Et il faut continuer à avoir un regard dessus. Parce que également, vous l'avez tout à l'heure dit, les formations ne sont pas forcément adaptées aux réalités comment on appelle, du monde du travail. Il faut faire cette adaptation-là également. Et c'est la raison pour laquelle je suis complètement d'accord. Le prix des formations aussi, il faut voir. C'est important. C'est important parce que l'enfant peut avoir des atouts dans un domaine et juste à cause de l'école qui forme dans ce domaine-là, l'enfant ne peut pas... Alors que nous n'avons pas les moyens sur le plan public d'organiser ces formations-là. Si un privé l'organise, il faut pouvoir... Quand vous prenez à Bourg-Clavi, il y a plusieurs écoles qui donnent les mêmes formations, mais le coût diffère. Malheureusement, à la fin de l'année, de chaque année, depuis des années, c'est les plus chers qui sortent les premiers aux différents examens. Si vous voulez un résultat pour votre enfant... Non, ça c'est vrai. Il y a aussi les écoles religieuses qui exagèrent dans les scolaires. On ne vous a pas dit d'envoyer votre enfant là-bas, Carole Olaye. Il y a plusieurs écoles à Bourg-Clavi. J'ai l'impression que vous aussi, vous avez une bonne enfant dans une école religieuse. Il y a au moins dans votre zone. Tout comme moi. Il y a au moins 3 collèges publics qui sont dans votre zone. Vous n'êtes pas loin du CG Zoka. Vous n'êtes pas loin du CG Agamandin. Non, mais écoutez. Et vous, si vous voulez, vous pouvez envoyer votre enfant à ceux qui ont l'État. Mais c'est-à-dire, c'est vous qui avez choisi une école. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, attendez, laissez-moi finir. C'est justement à cause de la qualité de ce que vous dites. J'ai donné un exemple ici. J'ai enseigné dans une école, dans ce Caravis, dans cette commune de Caravis-là, où j'étais à 500 francs l'heure, professeur de philosophie. D'accord? Et dans une école, dans Caravis-là, les gens payent 3 000 francs l'heure aux enseignants. Vous voulez que quoi? Si quelqu'un voit l'enfant là où son enfant, là où on paye scolarité, l'heure à 500 francs, l'enseignant donnera l'enseignement de 500 francs. D'accord? J'ai compris. Et là, et de l'autre côté, là où les enfants donnent, moi j'ai mis des enfants. J'ai mis des enfants dans une école où il y a un suivi. D'accord? Et quand il y a un problème, l'école m'appelle. Tout à fait. D'accord. Je suis d'accord. Je paye le prix fort. Pourquoi même les notes sont envoyées aux parents dans certaines écoles. Donc les parents ont la possibilité de suivre en temps réel mais Laurent, le niveau de leurs enfants. Je vais vous dire, Carole, moi par exemple, ce qui fait que par exemple, moi, c'est pas pour étaler ma vie sur la place publique. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai mis mes enfants dans cette école privée qui est juste à côté de moi, une école catholique de renommée, enfin une bonne école? C'est la distance aussi par rapport à l'école publique. Parce que j'habite dans cet endroit-là. Mon lieu, quelquefois, je le choisis, mais enfin, vous allez me dire non, il faut choisir ça par rapport à ça. Non, mais attendez. Vous pouvez mettre vos enfants non. Attendez, permettez quand vous n'êtes pas loin de l'école. Rapidement, on va se permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Je dis, c'est pas seulement comment on appelle, le fait qu'on veut forcément oui, on veut une bonne formation, c'est la base c'est la base, c'est la raison pour laquelle on envoie nos enfants à l'école, c'est la raison pour laquelle on paye. Mais il y a d'autres contraintes aussi qui poussent certains parents à laisser leurs enfants dans ces écoles-là. Mais quand c'est trop cher et que ce n'est pas à sa portée, mais vous lui créez encore plus de problèmes. Moi, je pense qu'il faut voir à ce niveau-là.
qui Il se faut lèvent tous voir. les matins à Oui, 6 oui. heures. On l'a tous fait, on l'a tous fait, oui. Pour amener les enfants à On l'a tous fait, oui, oui, oui. Il y a des On gens. l'a tous fait. Moi, je prenais le bus Dans chaque Cotonou, matin ça pour coûte quitter un cher. quartier pour un Dans autre quartier Cotonou, très ça tôt coûte à cher. 6 heures. Oui, je suis Mais d'accord. tous les matins, vous voyez des parents qui quittent à Kassatou avec les enfants. Oui, oui. Donc c'est une question de choix. Oui. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas faire le procès aux promoteurs d'école. C'est une question de choix. Si vous choisissez... Ça doit être réglementé Non, aussi. réglementer en quoi? L'État Et il subventionne. faut une L'État petite ne- réforme Si aussi. on doit réglementer, l'État doit alors commencer par subventionner. Oui, c'est essentiel que Mais l'État ne ait fait son pas œil ça. aussi Vous dans voulez le quoi? privé, c'est essentiel. Moi, je pense qu'on doit revenir à ça. Mais Il si faut que l'État l'État ait son subventionne, œil. si Dans le- tous les pays du monde, dans les écoles, dans les établissements scolaires, je vais dire, au moins l'État a son œil Ah, mais- sur les établissements Mais scolaires. en subventionnant d'abord. Pourquoi? Parce que c'est essentiel. C'est lui qui impose la formation. Oui. C'est lui qui dit, voilà ce que l'enfant doit L'État apprendre. doit Voilà ce qu'on subventionner. apprend au Bénin. Et certains professeurs sont envoyés également par l'État. C'est comme ça, normalement. Donc, il faut qu'on Merci. revienne à la normale. Voilà, si on pour fait ça, je permettre suis au d'accord. commun des Béninois, aux Béninois moyens que nous sommes, de pouvoir continuer à envoyer Si nos on fait ça, je enfants suis aussi dans d'accord. les Si on ne écoles fait pas privées. ça, Oumar laissez les écoles privées Oumar fonctionner. Normalement, ils nous donnent de bons résultats. Oumar, Moi, je veux que Roland. mon enfant soit Et premier au Carole, BPC l'année prochaine. je vais vous dire et une soit reçu vérité. par le J'ai chef de l'impression l'État. que Roland veut créer une école où il va mettre la scolarité à 1 million. Oumar, Roland, malgré les bons arguments que vous venez d'exposer, de développer sur ce plateau, je dis que l'État doit voir également clair dans... L'État n'a qu'à subventionner d'abord. Et après, on va l'accompagner Je suis d'accord. à contrôler. Je Si suis l'État ne d'accord. subventionne pas, je suis contre qu'on aille imposer quelque chose aux écoles. Justement, en tout cas, d'accord. que Ça quelque doit être chose d'accord. soit fait Oui. dans ce sens-là, L'État doit avoir son afin œil là aussi. d'apaiser Si on le un fait, je suis peu d'accord. les parents. Voilà. Mais maintenant, chacun est libre d'aller là où il veut. On ne vous a pas obligé à envoyer les Oui, enfants. mais quelquefois, c'est loin. L'école publique aujourd'hui, Le monde l'État a changé, c'est a loin. tout réformé. Et tout est Nous bon. allons Allez continuer, là-bas. nous allons continuer. Merci à vous, Roland Tonéikès. Merci à Oumar Adeyandou.